Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui réunis aux entretiens d'Inchauseta pour parler logement pour tous et territoire en danger. Et quand on parle territoire, on parle aussi planification. Et donc nous avons proposé aujourd'hui à Jean-Baptiste Ray, directeur général adjoint des établissements publics de Marne-la-Vallée, et à Denis Cagnot, directeur général de l'ODAP, l'agence d'urbanisme Atlantique et Pyrénées, de venir parler avec nous des deux territoires qui les concernent et de comment est-ce qu'on articule planification, programmation de logement et logement pour tous. Peut-être je vous laisse donner un premier mot de contexte sur ce sujet de la planification et de comment vous travaillez avec le territoire qui est le vôtre. Oui, bonjour à tous. Alors moi je suis sur un territoire francilien qui a la particularité d'être très dense aux yeux de la France, mais qui en réalité contient des zones très très denses et des zones beaucoup moins denses et qui est finalement extrêmement disparate, très vert, contrairement à ce qu'on peut imaginer, et donc soumise à toute cette surface soumise à un certain nombre d'injonctions contradictoires entre le respect de l'environnement, la nécessité du développement urbain, la proximité entre l'emploi et l'habitat, et surtout la garantie d'un parcours résidentiel pour tout type d'entreprise ou tout type d'habitants. Et donc c'est effectivement un territoire riche de particularités et d'enjeux. Et peut-être sur les Pyrénées-Atlantiques, comment est-ce que... Voilà, on sait qu'il y a aussi des situations contrastées, on va dire, comme on dit. Oui, alors c'est un territoire qui peut-être n'a pas tant d'écart que ça avec celui de Jean-Baptiste, en fait, puisque c'est un territoire qui est à la fois très urbain, puisque très liturbanisé sur le bord de l'Atlantique, et très rural jusqu'à l'intérieur du Pays Basque, puis à nouveau aggloméré autour de l'agglomération paloise et des grosses industries du bassin de Lac ou autour de l'agglomération de Pau, et des relations effectivement d'emploi et de logement qui sont très perturbées par les valeurs immobilières très très variables d'un territoire à l'autre, et donc induisant effectivement des relations complexes entre planification et logement. Donc un vrai travail effectivement à opérer sur ce sujet-là. Alors, si je peux me permettre d'enchaîner sur la question planification et logement, je vais être un peu disruptif par rapport à la fonction de directeur d'agence, mais je dirais si on devait attendre la planification pour faire du logement, on aurait beaucoup de mal. Voilà, puisqu'en fait, ce sont des exercices qui sont très très longs, très fastidieux. Enfin voilà, on est très cartésien en France, hein, donc c'est des exercices qui aujourd'hui peuvent durer 4, 5, 6 ans, 7 ans, 10 ans pour des exercices de PLU intercommunaux ou de SCOT. Et aujourd'hui, on est dans des situations que les entretiens d'Inchauseta ont qualifiées d'urgence sur les territoires. Donc si on devait attendre en fait la planification, on aurait encore plus de difficultés qu'on en a aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, il faut inventer de nouveaux dispositifs, alors que les acteurs locaux ont déjà inventé, pour être plus dans le lien entre programmation, en fait, parce que je crois que le mot-clé est plutôt celui de la programmation et celui des besoins. Et alors toute la difficulté est dans la définition ou dans la connaissance de ces différents besoins entre ceux des personnes les plus précarisées, les plus en difficulté face à l'accès au logement, et ceux des besoins des entreprises ou des ménages qui sont déjà actifs sur le territoire. Voilà plutôt l'axe dans lequel je rentrerai. Alors nous, effectivement, on a aussi un territoire qui ne peut pas attendre la planification. Alors on a des situations mais, qui, quelque part, se régulent certainement un peu mieux en Île-de-France que dans certaines régions, mais quand même, on peut quand même vous constater qu'en Île-de-France, on a des PLUI qui se sont faits avant le SCOT de la métropole du Grand Paris et qui, du coup, doivent être mis à jour, mais le SDRIF environnement, enfin, l'équivalent du SDRADET version Île-de-France est en train là d'être mis en place, ce qui nécessitera du coup une mise à jour des SCOT et une mise à jour ensuite des PLU, PLUI. Et donc le temps de 5 ans que tu évoques, en fait, là on parle du coup de 10 ans parce que j'ai un trou de mémoire, mais la loi, je crois, oblige d'ici 2027 à mettre à jour, à mettre en compatibilité les documents par rapport au SDRIF, l'équivalent du SRADET. Et puis on a certains d'autres territoires, hors Île-de-France, qui ont même des recours contentieux de certaines associations type environnementales sur les SRADET, ce qui fait qu'aucun territoire ne va au bout de son SCOT ou au bout de son PLUI, et ce qui fait que pendant ce temps-là, en fait, les territoires sont dans une phase d'entre-deux très inconfortable où la décision sur le temps court ne peut pas réellement se faire, quoi. En fait, vous avez quand même beaucoup d'élus aujourd'hui, et je ne parle même pas des échéances 2026-2028, au niveau municipalité, département ou région, où honnêtement, venir prendre un risque aujourd'hui
aujourd'hui à aller faire une modification de PLU ou de PLUI par anticipation du SCOT ou du SRADET dans des échéances électorales qui arrivent à 18 mois ou 2 ans, honnêtement, c'est pas propice à une grosse motivation politique locale, en tout cas. Et donc on est quand même face à ce contexte très compliqué, sans parler aussi que finalement ce qui peut se faire entre maintenant et ces des grandes échéances ne peut se faire que dans une parfaite coordination entre les services de l'État et les collectivités, et ça nécessite aussi quelque part une vraie compétence d'ingénierie pour pouvoir faire le lien entre les deux, parce que quelque part, nous, enfin en tout cas je parle pour le territoire de l'Île-de-France, le territoire de l'Île-de-France est doté d'une très bonne ingénierie, mais c'est quand même pas le cas de tous les territoires, et on est quand même face aujourd'hui à des situations où des intercommunalités ou des collectivités n'ont pas les capacités d'ingénierie ou n'ont tout simplement pas les moyens financiers de mettre en place des moyens d'ingénierie pour réellement discuter et négocier sereinement sur les capacités de développement urbain, que ce soit sur le résidentiel ou sur les zones d'activité économique. Et donc, nous, sur l'Île-de-France, on a quand même aujourd'hui des situations où des négociations ne se passent pas bien entre un territoire et les services centraux de l'État, au prétexte de sujets environnementaux qui sont quand même parfois un peu l'alibi pour ne rien faire, quitte parfois à bousculer tellement le projet que le projet ne se fait plus, en fait. Et ça existe aussi sur des territoires très structurés comme l'Île-de-France. Je pense qu'en parallèle à ces exercices de planification, même les grands exercices de programmation, tels sur le logement, comme les programmes locaux de l'habitat, je pense qu'on devrait pouvoir arriver à développer des systèmes de chartes ou de contrats d'objectifs au moins triennaux ou biannuels, qui puissent être concrètement négociés avec l'ensemble des opérateurs. Moi, j'aurais tendance aujourd'hui à mettre autour de la table pas seulement les opérateurs publics. Dans les dans les programmes locaux de l'habitat, on a plutôt tendance à avoir comme interlocuteurs les opérateurs publics, essentiellement. Et en fait, aujourd'hui, quand on sait que sur certains territoires, on peut avoir jusqu'à 70% de la programmation qui est passée en VFA, vente en état futur d'achèvement, donc avec des promoteurs privés, on ne peut pas les exclure de la négociation, de la discussion, de ce que j'appelle moi ce contrat d'objectif, cette relation contractuelle, opérationnelle. Je pense qu'aujourd'hui, les élus, ils ont besoin de réponses opérationnelles et qu'on a besoin d'outils un peu intermédiaires entre la planification et la programmation long terme, avec ces dispositifs plus contractuels, effectivement, de proximité. Et je parle tout territoire confondu, il y a besoin de réponses plus concrètes, plus immédiates. Je ne sais pas comment ça marche au niveau de... Moi, je pense que ces réponses concrètes aussi, il y a une évolution. Alors là, cette vidéo est tournée en plein entretien et donc les tables rondes se succèdent et il y a quand même des choses très intéressantes qui sont dites, et notamment le débat sur le métier du promoteur à proprement dit. Parce qu'aujourd'hui, même sur des territoires comme l'Île-de-France, le promoteur, aux yeux des collectivités, ne représente plus forcément l'utilisateur final. Et donc on a tendance aujourd'hui à vouloir discuter tout de suite avec le gestionnaire futur ou l'utilisateur final, que ce soit sur un immeuble de bâtiment résidentiel ou d'activité économique. Et c'est vrai que le métier même du promoteur est en train gentiment de virer vers un métier de CPiste, en gros qui consiste en fait à être doté d'un contrat d'objectif pour réaliser l'opération dans les temps et dans le budget, et pas forcément à créer le lien entre les sujets d'investissement et de commercialisation, ce qui est quand même aujourd'hui une part prise par des grands investisseurs institutionnels type les assurances, on en a parlé d'ailleurs dans une des tables rondes aujourd'hui. Et donc nous, c'est un territoire comme le nôtre aussi, on se pose aussi beaucoup la question, même en tant qu'établissement public, de savoir avec qui on signe aujourd'hui la vente du foncier. C'est réellement quelque chose qui est en train d'évoluer très fortement. On est aujourd'hui dans un modèle qui consiste à s'interroger... Tu veux dire au-delà du promoteur ? C'est ça, au-delà du promoteur. C'est-à-dire l'institutionnel éventuellement qui va acheter, ou le réseau, ou le dispositif. On a deux cas de figure. Soit faire le choix de créer une foncière pour garder en propriété le foncier pendant la durée d'un bail à construction ou d'un bail amphithéotique, parce qu'on peut se dire que sur une zone d'activité économique, le modèle de l'entreprise à 50 ans, il peut muter, et qu'on constate quand même beaucoup en Île-de-France des zones d'activité économique complètement obsolètes, entre guillemets, en termes d'usage, d'efficacité opérationnelle. Et d'optimisation foncière. Mais exactement. Et là, pour le coup, c'est extrêmement dur à faire muter lorsque la propriété foncière est calée. Donc ça, c'est un premier modèle qu'on est en train de faire évoluer. Le deuxième modèle qu'on est en train de faire évoluer, c'est de ne plus forcément s'appuyer sur le promoteur en VFA pour développer une opération, et plutôt de se dire, si mon utilisateur final qui va acheter en VFA au promoteur,
finalement est présent dès maintenant, autant signer le foncier avec lui. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus aujourd'hui et d'assumer. Hein. Nous, aujourd'hui, nos clients sont aussi les promoteurs. Hein. Ceux qui achètent du foncier, ce sont les promoteurs ou les investisseurs. Mais on assume totalement le modèle de dire sur certaines opérations où on connaît tout de suite le gestionnaire futur, autant signer tout de suite le foncier avec ce gestionnaire. J'ai au moins la garantie de l'usage. Et derrière, les ambitions de coût et de délai de l'opération sont reportées à un enjeu plus technique de contractualisation entre ce futur utilisateur et le promoteur. Et moi, en tant qu'établissement public, je garantis pour le territoire l'usage futur et les conditions de mise en œuvre de l'accueil de ces nouveaux utilisateurs. Donc, dans les deux cas, n'empêche que ce dont on parle, c'est plutôt qu'une planification, on parle d'un écosystème d'acteurs. C'est-à-dire que ce qui semblerait plus important aujourd'hui, c'est d'animer des écosystèmes d'acteurs. Ce que tu dis est exactement dans ce sens-là. Ce que j'évoquais aussi sur ces contrats d'objectifs peut aller dans ce sens-là. On est bien plutôt sur l'animation d'un écosystème d'acteurs avec des objectifs précis, avec des engagements, des contraintes, des cadres, des cahiers des charges donnés, qui me paraît, moi, beaucoup plus actif aujourd'hui qu'une planification. Voilà, c'est-à-dire que est-ce qu'il ne faut pas revenir à un concept plus pratique, quoi, plus efficace. Effectivement, c'est là qu'on voit aussi l'utilité d'avoir des dispositifs. Alors, ce qu'on se disait en préparant, la France ne peut pas être couverte d'établissements publics d'aménagement. Les agences d'urbanisme, c'est un peu différent parce que vous couvrez beaucoup de territoires avec l'ensemble des agences d'urbanisme. Mais c'est vrai qu'on voit aussi l'utilité de ces outils qui ne sont pas directement les collectivités locales ou les bailleurs pour aller faire aussi de l'intermédiation et créer un cadre de dialogue pour justement ces écosystèmes d'acteurs qui ont parfois du mal parce que chacun dans ces injonctions un peu contradictoires ou parce que juste ils ne parlent pas le même langage, ce qui arrive quand même entre promoteurs et collectivités ou élus, on sait que des fois c'est pas toujours évident. Et ça là on voit du coup que le dispositif national, législatif, notamment sur la création de logements, la production de logements sociaux, a besoin maintenant d'être beaucoup plus différencié d'un territoire à un autre qu'on le constate aujourd'hui. C'est quand même une réalité, ça a aussi été dit dans les tables rondes d'aujourd'hui. On voit sur certains territoires qui manquent foncièrement de logements locatifs en niveau PLS et qui n'en manquent pas en PLAI. On sait que les bailleurs sociaux sont beaucoup plus aidés sur le PLAI que sur les PLS. À un moment donné, il faut aussi se poser la question sur chacun des territoires, comment adapter l'aide aux bailleurs sociaux en fonction du besoin réel du territoire et pas s'appuyer sur des grandes tendances nationales qui ne sont pas finalement représentatives des contextes locaux. Quand on entend les élus locaux, on voit bien qu'ils sont tous confrontés à des problématiques parfois communes mais aussi parfois très particulières en fonction des secteurs. Le Pays Basque partage avec Marne-la-Vallée un enjeu sur les locatifs touristiques. Nous, on a Disney sur le territoire. On est exactement confronté à ça. On a certaines communes de notre territoire qui ont plus de 25% de leurs logements familiaux dédiés au Airbnb. Donc, c'est-à-dire en fait qu'on investit sur des groupes scolaires qui ne sont pas remplis. On investit finalement globalement sur des équipements publics qui sont dédiés à un usage finalement on a l'offre mais on n'a pas la demande à un niveau tel parce que entre-temps l'investisseur entre guillemets a décidé de plutôt passer sur cette voie-là. Et donc on se dit il y a quand même des territoires où on doit adapter beaucoup mieux les grandes tendances nationales. Parce que derrière, on parle aujourd'hui de concurrence, de mise en danger de certains territoires, mais c'est vrai que l'adaptabilité, c'est aussi la clé de la pérennité, quoi. À un moment donné, le cadre, il y a eu récemment un dispositif, alors même si la défiscalisation a été abandonnée, Pinel, sur cette fin d'année 2024, mais je me souviens du dispositif de différenciation territoriale qui avait été négocié en Bretagne, où le Pinel avait été renégocié en disant mais à Rennes, moi ça va, j'ai l'investissement qui vient tout seul, en revanche j'en ai beaucoup moins dans le Morbihan, j'en ai beaucoup moins à Brest, etc. Ils ont recomposé localement la cartographie des investissements défiscalisants sur leur territoire en contractualisant en fait localement avec l'ensemble des acteurs. Voilà. Et je pense effectivement c'est un outil capital de pouvoir négocier, différencier territorialement les choses. Moi j'ajouterais aussi de revoir peut-être aussi les outils à l'aune d'une certaine taille d'opération qui est peut-être moins importante qu'il y a quelques années. C'est peut-être pas le cas sur Marne-la-Vallée et les dispositifs, et l'Île-de-France, mais sur les territoires aujourd'hui provinciaux, on a parfois des opérations qui ne sont plus comme avant de 150, 200, 300 logements. Quand on travaille sur de la réhabilitation de patrimoine bâti, on tombe sur des opérations à 15-20 logements.
Alors, est-ce que ce sont les grands opérateurs privés nationaux qui vont venir? Peut-être. N'empêche qu'eux, ils négocient des lignes de crédit qui font des centaines de millions d'euros, que ce soit Nexity, Bouygues, Kaufman, peu importe. Et en fait, derrière, c'est pas la même chose s'ils disent, moi, je garantis par une opération de 1500 logements à Austerlitz ou ailleurs, que s'ils disent, mais derrière, j'ai 400 opérations de 15 logements. En fait, il y a un modèle économique, à mon avis, qu'il faut que l'on revoie à l'aune des nouvelles exigences de la sobriété foncière, de la réduction de l'artificialisation des sols, du retravail sur le tissu urbain existant. Il va falloir qu'on retravaille ces modèles-là aussi. Alors ça, juste une parenthèse, y compris sur des territoires comme les nôtres, oui. d'Aix et Villes-Nouvelles. Aujourd'hui, nous, les grandes opérations d'extension urbaine se termineront d'ici 15 ans, peut-être un peu plus sur le secteur Disney, parce qu'on est dans une phase nouvelle de développement du contrat Disney, mais sur des territoires qui sont les nôtres, aujourd'hui, on va muter progressivement vers des opérations d'aménagement qui iront vers 150-200 logements au total, alors qu'aujourd'hui, on gère des écoquartiers de 4000 logements, et c'était l'ADN un peu de la ville nouvelle. Donc tout ça est en train de changer, ce qui nécessite aussi des négociations sur l'habitat privé existant, où on se rend compte aujourd'hui quand même que les négociations entre l'État et les collectivités se passent souvent pas bien sur la négociation des triennaux de logements sociaux. Pourquoi? Parce que souvent dans les locatifs privés, on a des revenus de ménage du niveau très bas du logement social, et donc on a déjà des enjeux de relogement dans le parc existant social de ce qui existe aujourd'hui dans l'habitat privé dégradé, avant de pouvoir renégocier du coup globalement la production de logements sociaux dans des collectivités. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau pour nous, y compris sur des territoires qui ont muté très fortement pendant 50 ans. Merci à tous les deux. On arrive à la fin de la séquence, on voit que le débat s'ouvre seulement. Ce sera peut-être l'objet d'une table ronde du coup l'année prochaine sur les sujets de programmation justement et de comment on arrive à répondre aux nouveaux besoins identifiés dans les territoires. On y aura avec plaisir, il n'y a pas de problème. Merci à tous les deux d'avoir participé. Merci à vous de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt. Merci, au revoir. Merci.